Parmi les pièces les plus connues jamais écrites pour le piano en figure une qui, si elle n'est pas d'une grande complexité, a su toucher tant elle véhicule d'émotions simples et mélancoliques. Une musique qui évoque la douceur d'un clair de lune. La sonate au clair de lune ne portait pourtant pas ce nom à l'origine, et non. Il s'agit de manière plus ordinaire de l'opus 27 numéro 2 de Beethoven, sa 14e sonate. Mais c'est sûr, ça a un peu moins d'allure. En fait, ce nom de sonate au clair de lune a été donné à la pièce 5 ans après la mort du compositeur par le poète Ludwig Rellstab. Ce nom est entré dans l'histoire. Le nom de la sonate, pas le nom du poète, lui en fait, tout le monde s'en fout. Hello, darkness, my old friend. Point important. Quand on dit la sonate au clair de lune, on ne pense généralement qu'à son premier mouvement, car il s'agit, comme toutes les sonates de l'époque classique dont est issu Beethoven, d'une œuvre en plusieurs mouvements, en l'occurrence 3. D'ailleurs, bien loin d'évoquer le calme nocturne, tout porte à croire que cette pièce était plutôt à l'origine une sorte de marche funèbre, ce qui est raccord avec les rythmes pointés et l'extrême régularité de l'ensemble. Si le titre de sonate au clair de lune n'a jamais été voulu par le compositeur, ce dernier a cependant surtitré sa partition Quasi una fantasia, presque une fantaisie, les fantaisies étant des œuvres plutôt libres. Et il advient que ce premier mouvement semble très improvisé. Il repose en réalité sur une idée toute bête et sans grande complexité, c'est-à-dire une basse en octave, un motif arpégé de 3 notes et, au bout d'un moment, une mélodie extrêmement simple. Le sommet de la partition précise qu'il faut jouer cette œuvre en gardant la pédale forte enfoncée tout du long. Cette pédale a pour effet de relever les étouffoirs des cordes, ce qui fait que le son continue même quand on ôte son doigt de la touche. Les progrès en matière de facture d'instruments font qu'il est aujourd'hui impossible de respecter cette demande du compositeur. Le son des pianos modernes dure beaucoup plus longtemps, ce qui fait que si on maintient la pédale enfoncée, bien loin d'obtenir ce doux effet de flou qu'on avait à l'époque, on a un espèce de bon gros brouhaha bordélique des familles. Il faut donc faire preuve d'un peu plus de subtilité avec les pédaliers modernes. Et oui, quand on manipule un truc puissant, il est parfois important de savoir lever le pied. C'est drôle parce que c'est une métaphore automobile. Les pédales et tout. Trop drôle. L'aspect intimiste engendré par ce flou est renforcé par les nuances. Elles vont de piano à pianissimo. Autant dire qu'on reste dans un registre très très léger. Comme souvent, il n'a pas fallu attendre notre époque pour que l'œuvre fasse un carton, c'était déjà un tube du vivant de Beethoven. La composition de cette musique coïncide d'ailleurs avec une période de crise pour Beethoven, crise due à sa surdité grandissante. C'est d'ailleurs dans cette période qu'il écrit le très très poignant testament de Heiligenstadt, dont je vous mets un lien dans la description. Ceux qui pensent que je suis hostile, obstiné et misanthrope, combien ils sont injustes avec moi. Car ils ignorent la raison secrète qui me fait paraître ainsi. Je ne peux me résoudre à dire aux gens, parlez plus fort, criez, je suis sourd. Comment puis-je vivre si mes ennemis qui sont nombreux pensent que je ne possède plus ce sens qui chez moi devrait être infiniment plus développé que chez les autres? Mais on n'est pas dans la tête du compositeur, on ne peut donc ni confirmer ni infirmer cette corrélation ô combien romantique. Ah, romantique, en parlant de ça d'ailleurs. Vous savez peut-être qu'on considère souvent Beethoven comme le premier romantique. Eh bien, de plus en plus de musicologues remettent en question cette idée, notamment à la suite de la publication de Le style classique de Charles Rosen. En effet, de nombreux éléments de sa musique sont plus proches du classicisme que du romantisme à venir. Écriture motivique, harmonie très fonctionnelle, ce type de choses-là. Je partage cette opinion, mais les débats qui font rage autour de Beethoven nous montrent bien qu'il faut considérer l'évolution stylistique comme un continuum, et non pas comme une succession d'événements précis et localisés. Plutôt que de vous conseiller une autre œuvre, je pense plus pertinent de vous inviter à écouter la sonate dans son ensemble. Le troisième mouvement notamment est absolument magistral, et il est dommage qu'il soit si souvent passé sous silence. Sauf par les guitaristes, parce que bon, ça tricote et du coup ça permet de se la péter un peu. Et voilà, c'était Classique avec un grand K. J'espère que ce nouveau format vous plaira. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à le faire. En plus, c'est beaucoup plus simple que les 7 barrés à mettre en place. L'écriture est beaucoup moins dense, j'ai pas de reprise à faire à la fin et tout. Du coup, ça sortira beaucoup plus régulièrement. Rassurez-vous, je lâche pas la musique de jeux vidéo, mais j'avais aussi super envie de parler de musique classique sur ma chaîne. Et du coup, je vous dis à tout bientôt. Et puis tiens, tant qu'à faire, like si tu penses que Beethoven c'est un classique et partage si tu penses que c'est un romantique. Et tu peux même t'abonner. Mais dans tous les cas, continuez d'en écouter parce que peu importe le mouvement dans lequel on le classe, Beethoven c'est beau et il n'y a que ça qui compte.